Je fais partie de l'équipe de recherche à l'université sur les eaux souterraines en particulier. Donc moi, j'enseigne dans les programmes de géologie et de génie géologique qui sont au département des sciences appliquées à l'UQAC. Je fais aussi partie d'un centre de recherche là, que vous voyez ici qui s'appelle le CERM. Il est un peu coupé. C'est le Centre d'études sur les ressources minérales. Ça regroupe plusieurs professeurs qui s'intéressent aux ressources minérales, mais aussi aux ressources minières et les ressources en eau potable. Ça, c'est plus mon département, avec un autre collègue. Et on a aussi un petit groupe de recherche qui s'appelle le R2O, qui s'appelle Risque Ressources Eau, et qui s'intéresse à des problématiques en lien avec la ressource en eau et en eau potable en particulier. Fait que le mandat qui m'a été donné aujourd'hui, c'est de vous parler un petit peu, c'est comme une espèce de cours hydrogéologie 101. Ça se veut assez informel. Puis je vous invite vraiment à m'interrompre à tout moment, ce que je n'autorise pas normalement dans mes salles de classe. Mais non, c'est pas, je continue mes blagues. Mais vous n'hésitez pas à me poser des questions au fur et à mesure s'il y a quelque chose qui vous interpelle. Puis la manière dont on a pensé l'activité, c'est que vous voyez ici qu'on a ramené un très, très grand modèle portatif et qui représente un petit peu le fonctionnement des eaux souterraines. On va pouvoir les contaminer ensemble sans qu'on se retrouve avec une violation de la loi sur l'environnement. On va pouvoir utiliser ça pour vous montrer comment se voyage un contaminant dans le milieu, puis surtout les interactions entre l'eau souterraine et la surface. Et puis ça, c'est extrêmement important. Puis je pense que c'est un peu l'idée ici, c'est de sensibiliser les gens, puis donner un peu de connaissances pour que vous puissiez éventuellement apporter ça, puis regarder autour de vous, puis voir ces manifestations de l'eau souterraine. L'eau souterraine est invisible de nature. Puis on finira avec cette belle phrase d'Antoine de Saint-Exupéry qui nous disait que l'essentiel est invisible pour les yeux. Ça s'applique à l'eau souterraine. Et je rajouterai, on ne voit bien qu'avec le cœur. Ça, c'est peut-être plus pour moi à propos des eaux souterraines. Avant de commencer, j'aimerais, évidemment, je tiens depuis à peu près 2-3 ans, depuis 2-3 ans une espèce de revue de presse de l'évolution, en fait, des consciences sur l'eau souterraine qui nous sont amenées par les journalistes. Sur l'eau, de manière générale. Puis, je ne veux pas être trop long avec ça, mais c'est simplement pour qu'on se mette en contexte. Puis l'idée, c'est pas d'être catastrophiste, c'est pas non plus de culpabiliser les gens, n'importe quoi, c'est de faire un état de fait, puis un état de conscience. Vous avez ici, là, je vous représente en 1950, l'état à peu près, bon, c'est mondial, hein, on s'entend, c'est par pays. Vous voyez à peu près la disponibilité de l'eau dans le monde. Donc, normalement, là, je vais pointer ici. Je vais être mobile. Vous voyez qu'ici, vous avez une petite échelle qui vous dit la disponibilité en eau douce. Ça inclut les eaux de surface et les eaux souterraines, par mètre cube, par personne, par année. Alors, quand vous avez des couleurs comme ça, alarmantes, rouges, ça, c'est littéralement un état de pénurie. Après, on tombe dans les couleurs un peu plus charmantes, c'est un état de stress hydrique. Et puis là, ça, c'est le reposant, le vert reposant, OK, qui nous dit que là, il n'y en a aucun problème. Donc, on parle de 15 000 mètres cubes par personne, par jour. Donc, c'est calculé en fonction de besoins essentiels. Ouais, je pense que je vais pouvoir... c'est gentil. Oui, tu vas pouvoir passer si tu veux. On voit en 1995, on voit déjà là que, évidemment, dans les pays plus aux alentours de l'équateur ou des régions un peu plus désertiques, désert du Sahara, désert de Gobi, en Chine, on voit que là, on se rapproche un peu, mais il reste que, somme toute, vous êtes d'accord avec moi pour dire que majoritairement vert sur la planète. Puis si on continue, on voit, là, ça c'est les prédictions pour 2025. On voit donc une situation qui s'aggrave. On peut revenir en arrière 2 fois, puis revenir en avant 2 fois, juste pour voir un petit peu comment le système évolue. On le sait, on s'en va mondialement vers des pénuries de plus en plus importantes en eau. Une des principales raisons, je l'aborde très peu ici, mais juste pour illustrer, on l'utilise beaucoup, comme le disait Mathieu tout à l'heure, pour l'agriculture. Il faut nous nourrir. Si vous prenez la population mondiale en 1950, on parle de 2 milliards d'habitants. Puis on regarde la population mondiale aujourd'hui, on est à 8 milliards d'habitants. Donc en fait, le lien, il est directement là. Il nous faut de l'eau pour faire pousser nos végétaux, etc. Mais ça, c'est un constat. Mes dates sont un peu effacées. 2018, on avait la presse qui titrait « La Terre pourrait bientôt manquer d'eau ». Et ça, c'est l'ONU avec d'autres, un forum international, un des premiers forums internationaux de l'eau, qui disait à Brasilia, il faut agir au plus vite pour éviter que la Terre manque d'eau, etc. On peut avancer. Donc là, j'ai regardé un petit peu plus tard, ça c'était 2018, donc 4 ans plus tard, en fait, la situation n'a pas réellement changé. En fait, elle s'aggrave même. Donc, manque d'eau potable, le monde a de plus en plus soif. Puis dedans, j'avais vu des statistiques.
on parle de, en fait, la moitié des pays du monde qui souffriront bientôt d'une pénurie d'eau. Donc c'est quand même un constat. On peut y aller, ouais. Et là, on voit que très récemment, en fait, c'est 2023. Tu arrives à lire la date exacte? 28 août? 22 mars 2023. 22 mars 2023, donc c'est vraiment tout récemment. Et une crise mondiale de l'eau se profile à l'horizon. Et ça, c'est l'UNESCO. Et on dit que la demande de l'eau des villes pourrait augmenter de 80% de manière générale d'ici 2050. Si on continue un petit peu. Et c'est pour ça que très récemment, 28 février 2023, donc un peu avant, ils ont lancé, vous voyez, l'ONU a décidé de tenir un grand congrès à New York où ils allaient se questionner, puis ils ont dit, il faut mettre en place un plan d'action, là c'est vraiment inévitable, et tu peux avancer. Donc je suis allé voir hier, donc finalement, à la fin, ils nous ont dit, il ne peut y avoir de développement durable sans eau. Je pense que Mathieu l'a bien expliqué, l'importance de l'eau dans nos vies. Ça, c'était le secrétaire général. À l'heure où cette conférence historique, réaffirmons notre engagement au service d'un avenir commun. Et tous les pays membres ont tous signé un pacte. Donc, c'est très récent, hein, il y a moins de 3 mois. Tous signé un pacte pour dire, nous allons maintenant mettre en place des plans d'action et gérer notre eau. Voilà. On peut continuer à avancer. Là, c'est le moment où vous travaillez. Un petit peu. Je vous demande combien, à votre avis, dans les pays européens, en France, une personne consomme d'eau en litres par jour? Combien de litres d'eau par jour par habitant en France? 100? Qui dit mieux? 150? Oh, ok, vas-y, tu peux cliquer. La réponse, roulement de tambour, bien, 140. On était entre 100 et 140 litres d'eau par jour par habitant. Alors maintenant, on va aller voir nos voisins du Sud et on va s'inclure dans l'Amérique du Nord. OK, on va toute l'Amérique du Nord. Ça, c'est la même statistique s'applique. À votre avis? Vous y allez fort quand même. Mais j'aime bien. Mais encore, monsieur a l'air d'être pas mal informé. Tu peux y aller. Et oui, 300 litres d'eau par jour par habitant. En fait, c'est le record mondial. Actuellement, nous sommes, les Nord-Américains, les plus grands consommateurs d'eau par jour par habitant. Quand je présente ces chiffres, par exemple, au cégep ou dans une école, là, je vois tous les étudiants qui sont là, ils disent « Ah, pas moi. Pas moi. Moi, je ne consomme pas 300 litres d'eau par jour par habitant. » Fait que là, souvent, je m'arrête et je dis « OK, qui a pris une douche aujourd'hui? » Alors là, évidemment, tout le monde lève la main parce que s'il y en a un qui dit « Non, pas moi », il se fait regarder par tout le monde. Et là, tout le monde lève la main. Moi, j'ai pris une douche. Et je dis « OK. » Une douche, ça coule à peu près de l'ordre, maintenant il y a des économiseurs, mais mettons, entre 10 et 15 litres par minute. Je dis, si tu as pris ta douche 10 minutes un matin, parce qu'on aime ça être sous l'eau, c'est à 150 litres qui viennent de partir, rien que là. Nous sommes des grands consommateurs d'eau pour nos besoins de manière générale. Il faut simplement l'accepter, puis ça fait partie de la game. Pourquoi eux, bon, je sais que la France a eu la réputation longtemps de prendre moins de douches que les Nord-Américains. En tout cas, j'avais vu en arrivant ici, parce que vous l'avez entendu à mon accent, je suis arrivé en 1999, un épisode de La Petite Vie. J'ai dit, c'est ça l'image que vous avez des Français? En tout cas, c'était assez terrible. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais vous allez voir le maire dans un... En tout cas, bref. Pourquoi eux, 140 litres d'eau, ils prennent autant... Je vous rassure, en tout cas, moi, dans ma famille, on prend autant de douches que j'en prends ici. Pourquoi la moitié? Exactement. Et ça fait une grosse différence. Ils la payent non seulement à l'entrée, donc quand ils ouvrent leur robinet, mais ils la payent à la sortie. L'eau qui souille, elle a un prix. Il va falloir la décontaminer quelque part. Sur ce territoire qui est très, 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 très petit, ils sont 70 millions de personnes. C'est 2 fois plus que la population du Canada au grand complet. Donc la ressource, elle est mise à mal. En tout cas, elle est beaucoup pressurisée. Ils doivent mettre en place des programmes, en tout cas, pour s'assurer que personne ne manque d'eau. Mais effectivement, les compteurs d'eau, c'est... Puis, pour avoir travaillé un peu dans le sud du Québec récemment, là, dans le secteur de la Naudière, ils sont en train d'en installer. Probablement que ça va s'en venir. Et je pense que si ce n'est pas pour payer, mais ne serait-ce que pour connaître les quantités d'eau, moi, je trouve que ce n'est pas une mauvaise idée pour savoir ce qu'on utilise comme eau. Mieux vaut savoir que pas savoir. On peut peut-être aller plus loin. Et évidemment, après ça, on ira avec le continent africain. À votre avis, combien de litres d'eau par jour par habitant? 12. On n'est pas loin. 25, 20, voilà, exact.
Ça, c'est à peu près la moyenne qui est donnée. Donc, quand on travaille sur des projets d'adduction d'eau, donc on veut alimenter un village ou on utilise plutôt ces statistiques. Après, il faut vraiment être conscient que cette eau-là, parce qu'elle est plus rare, c'est vraiment les besoins essentiels. On est vraiment sur les besoins essentiels. Ici, là-dedans, on rajoute beaucoup de choses. Ben, on rajoute nos lave-vaisselle, on rajoute nos pelouses qu'on arrose, mettez-en. Et je disais à un moment donné, un peu à la blague, mais je finirai avec cette blague-là, un journaliste de Radio-Canada qui me passait en entrevue, je lui dis, on n'est pas nombreux sur Terre à avoir le luxe de faire notre premier pipi tous les matins dans l'eau potable. Parce que c'est ce que nous faisons. L'idée, ce n'est pas de se sentir coupable, c'est juste de prendre conscience qu'il y a une réalité. Donc, il y a une répartition très, très inégale de la ressource en eau à l'échelle de la planète. On peut avancer. Nous, notre usage de l'eau, ça c'est une vue aérienne de Montréal, c'est aussi ça. Vous calculez à peu près là-dedans, sur une piscine à peu près grosse comme ça, 50 mètres cubes. On parle de 50 000 litres d'eau. Voilà, par exemple. Mais vous voyez surtout qu'il y en a de plus en plus. Et en fait, c'est exactement en train de se passer, même quand on la paye, comme en France. Mais il y a peut-être lieu de se questionner, on parlait de concertation, d'en mettre une accessible à plusieurs. Là, c'est sûr, il faut partager, pas sa serviette, mais son coin de piscine, c'est un peu... Mais voilà. Mais peut-être que c'est inévitable, qui sait. Bref, ceci étant dit, on a ce loisir et ce luxe, puis on va en profiter. C'est notre confort de vie. Si on regarde les usages de l'eau, on va distinguer vraiment 3 principaux usages de l'eau de manière générale. Vous la consommez à vos besoins domestiques, vous la buvez, vous l'utilisez pour des procédés industriels, ou vous l'utilisez pour l'agriculture. C'est les 3 grands usages de l'eau. Donc, vous avez une répartition ici à peu près. Donc, vous voyez que nous, ici en Amérique du Nord, puis les pays du Nord, ici, usage majoritairement industriel. Nous, on en utilise beaucoup pour la transformation de certains de nos produits. Puis, vous voyez que dans d'autres cas, c'est principalement des usages agricoles. Mais les usages agricoles ont des besoins colossaux d'eau. Un plant de maïs, c'est faramineux ce que ça lui prend comme eau pour pousser. Et évidemment, c'est les garde-manger de notre population. On peut avancer. Si on regarde un petit peu maintenant pour se rapprocher un peu plus de mon domaine, de notre domaine d'étude ici, ou de la question qu'on pose, si on regarde l'eau sur Terre, tu peux y aller, on a donc la planète bleue, 97,5% d'eau qui correspond aux océans. Qui a déjà pris un bouillon dans le sud? C'est pas tellement digeste, c'est de l'eau salée. Vous ne pouvez pas la consommer. En fait, pour pouvoir la consommer, il faut la traiter et il faut la désaliniser. Tu peux y aller. Il nous reste donc 2,5% d'eau douce sur la planète, dans l'ensemble. Là, on n'est pas très, très chanceux non plus, parce que sur ce 2,5% qui nous reste d'eau douce, il y en a 70% qui sont sous forme de glace. Vous me direz qu'en ce moment, ils sont de moins en moins sous forme de glace. Ils commencent à libérer leur eau, et donc on augmente la proportion d'eau douce libre. Mais si on regarde bien, tout le reste de l'eau douce, c'est l'eau souterraine. En fait, toute l'eau que vous voyez à la surface, vous ne prendriez probablement pas un verre d'eau dedans. S'il y a une petite source, une petite résurgence, là, oui, plus facilement. Mais mettons dans les lacs, peut-être que vous l'avez déjà fait, vous aviez très très soif, mais souvent, il y a certains pathogènes à l'intérieur ou des choses qui vont vous donner éventuellement une diarrhée, ou vous ne filerez peut-être pas très bien, il faut la traiter. C'est de l'eau de surface. L'eau souterraine, c'est le plus gros volume d'eau douce sur Terre. En fait, on dit qu'elle est à peu près 70 à 80 fois plus abondante que l'eau de surface. Pourtant, ce qu'on voit, nous, c'est l'eau de surface. Mais dites-vous, et je vais vous le montrer tout à l'heure, que toutes vos eaux de surface sont connectées par le milieu souterrain en eau par les eaux souterraines. Donc, en fait, vous ne voyez que les pointes de l'iceberg en regardant les eaux de surface. En dessous de vos pieds, vous avez des volumes colossaux d'eau douce et souvent immédiatement propres à la consommation, parce que naturellement filtrés par les sols. Et puis, bon, ce qui nous reste, donc, après, comme eau douce, il y a une très faible proportion qui est représentée par les lacs ou les eaux des rivières, etc. Si on regarde au Québec, actuellement, on a 90% du territoire habité qui est alimenté par les eaux souterraines. Mais ça ne représente que 20% de la population. Comment expliquer ça? 90% du territoire habité, 20% de la population. Ben, c'est parce que Montréal
Montréal, qui sont 2 et quelques millions, proche de 3 millions, 2 et quelques millions, ils ont beaucoup de taxes qui rentrent. Fait qu'eux, ils se payent une grosse usine qui prend l'eau du fleuve, qui la transforme et qui l'envoie dans les réseaux municipaux. Lorsqu'on a une population suffisamment nombreuse, on peut le faire. Si je ne me trompe pas, Dolbeau, c'est du traitement d'eau de surface. Roberval, c'est traitement de l'eau de surface. Alma, traitement d'eau de surface. Une partie de Chicoutimi, Jonquière, eau de surface. Lac Bouchette, étrangement, eau de surface. Tout le reste, Sainte-Jeanne d'Arc, eau de surface aussi, je crois. Tout le reste de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est tous des puits qui pompent de l'eau sous terre et qui l'envoient dans les réseaux municipaux. Donc, d'où le 90% du territoire habité et seulement 20% de la population. On peut avancer. Ce que je veux vous amener, puis je vais finir ma petite revue de presse avec ça. Puis ça, c'est titré donc de Radio-Canada, le 2 avril 2022. Il y a encore, puis probablement à juste titre, quand on prend l'avion puis qu'on regarde les milliers de lacs, quand Mathieu nous présentait le portrait du bassin versant du lac Saint-Jean, il nous disait combien de 150 000 km linéaires de cours d'eau, ou 170 000, je ne sais plus combien de lacs, fait qu'on se dit, mais de l'eau, on en a plein. Ben, pas tant que ça, finalement. De l'eau propre, et surtout non contaminée et en bonne quantité. À titre d'exemple, on va avancer rapidement. Manque d'eau historique à Québec en 2020. Ils ont manqué d'eau. On peut avancer, on va aller assez vite. Ça, c'était dû dans le coin de Rimouski, qui est quand même sur le bord du fleuve, qu'il y avait parce qu'on était en pleine pandémie, fait que les gens faisaient leur jardin. Alors, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils étaient confinés à la maison, ils arrosaient leur jardin pour faire pousser des légumes. Bien, il y a eu, à un moment donné, interdiction d'arroser, consommation de 100 000 habitants, l'équivalent d'une consommation de 100 000 habitants alors qu'ils étaient 50 000. Obligés d'interdire l'arrosage. Et comme ça, je ne l'ai pas mise au complet pour ne pas non plus vous rabattre trop les oreilles, mais on en voit de plus en plus apparaître. En 2021, ici, de nombreuses municipalités du sud du Québec risquent de plus en plus de manquer d'eau lors des sécheresses estivales. On a travaillé dans le secteur de la Naudière, on a cartographié là. Il y avait des agriculteurs qui étaient littéralement en panique. Là, l'année dernière, c'était correct. Mais 2018, 2019, terrible. Les gens se sont équipés en pompes, ils ont tout ce que... Et là, on est dans le sud. J'en ai quand même mis plusieurs. L'eau devient de plus en plus difficile à trouver. J'arrive pas à lire la date. 2022, 30 mai 2022. 30 mai 2022. Donc ça, c'est vraiment très récent. Puis vous avez un petit reportage. D'ailleurs, je tiens à dire, ceux qui veulent avoir la présentation, je vais la laisser ici. Puis tous les liens ici, si vous voulez lire le détail de l'article, sont cliquables. Vous cliquez dessus, puis vous pouvez aller lire l'article. C'est ma source. Et on titre donc, encore une fois, on met ici, les changements climatiques sont à nos portes, on le sait, et on doit se préparer à gérer l'eau. On doit se préparer ensemble à gérer l'eau. Puis je pense que le mot-clé de Mathieu, tout à l'heure, c'était la concertation. Et je pense que c'est aussi un peu pour ça que vous êtes là, parce que vous posez des questions sur cette eau-là, puis la première étape pour pouvoir la gérer ensemble, c'est de tous se mettre un peu d'accord sur comment ça fonctionne. Et qu'on peut aller... On a besoin d'une gestion plus responsable de l'eau au Québec, ça c'est 2023 je crois, ou 2022. Et finalement, il faut engager une réflexion démocratique sur le partage de l'eau. Démocratique, ça veut dire qu'il faut se mettre tous ensemble. Autant ceux qui leur nuisent éventuellement par leurs activités économiques, que ceux qui en ont besoin pour leurs activités estivales, que ceux qui en ont besoin à l'année, que les agriculteurs, etc. L'eau est probablement une des principales sources de conflits d'usage. Parce qu'on en a tous besoin, puis on veut tous la partager. On peut y aller. La concertation, tu peux toutes me déballer mes trucs. Tu peux y aller, vas-y, mets-les tous. Encore? Ouais, c'est bon. En fait, la concertation dans la région, on peut se distinguer de la plupart des autres régions du Québec. Et c'est la raison pour laquelle moi, je peux être là aujourd'hui pour vous parler, que Laura Pierre, elle est avec moi aujourd'hui et qu'on a même des étudiants avec nous. La région s'est mobilisée. Depuis 1999, ils avaient créé un premier forum sur les eaux souterraines. On est en 2023 ici, on a notre projet qu'on appelle Arimo, puis on a quelques produits dérivés, des atlas qu'on pourra vous montrer tout à l'heure. Donc Arimo nous lie directement, c'est comme ça que j'ai bien connu Mathieu, les organismes de bassin versant, mais aussi les MRC, qui font partie de ce projet Arimo et qui financent une partie des travaux qu'on peut faire, justement, comme de la sensibilisation, du partage d'idées.
ou même du développement de connaissances sur les eaux souterraines. Donc vous voyez qu'il y a quand même un historique de concertation sur les eaux, et je vous le dis, c'est la seule région du Québec actuellement qui a ce système de synergie entre le milieu municipal et les chercheurs de l'université. On peut avancer. Si on regarde ici, il y a deux enjeux principaux qui ont été définis par ce comité ARIMO, c'est la protection et la mise en valeur de la ressource. Quand on dit protection, ça veut dire protéger. Puis la mise en valeur, ça peut vouloir dire utiliser l'eau comme un moteur économique. Parce que si vous l'utilisez pour une entreprise, pour l'agriculture, ça devient des activités économiques. Donc c'est une mise en valeur plutôt économique dont on parle. Si vous regardez cette carte ici actuellement, vous allez voir que je ne vous ai pas menti, c'est en brun ou couleur foncée, c'est les municipalités qui actuellement s'alimentent en eau souterraine, et les points verts, c'est les puits. Si vous avez envie de connaître les débits qui sont pompés par ces puits, parce que ça c'est public, on les a inclus dans une image par MRC. Vous allez voir chacune des municipalités ce qu'elles pompent. Parfois, là, ça peut être des volumes importants. Là. On peut parler de 1000 à 2000 mètres cubes à l'heure, 24 heures sur 24. C'est des immenses volumes d'eau. Alors, pas partout, mais à plusieurs endroits. Puis vous voyez qu'il y en a plusieurs ici qui sont en eau de surface. Et dans ce cas-là, on en a une qui est mixte. Donc, en fait, c'est Albanel qui capte une résurgence. Donc, c'est de l'eau souterraine, mais qui remonte à la surface. Puis dès qu'elle sort à la surface, on ne peut plus dire que c'est de l'eau souterraine. Parce que là, elle est vulnérable à d'éventuels contaminants atmosphériques. On va y revenir. Bon. Si on regarde rapidement l'utilisation, donc on a dit 66%, on a 21% de réseaux municipaux pour l'eau souterraine et 13% de puits individuels. Je pense que ça vous concerne la majorité d'ici. Vous avez probablement tous un puits parce que vous n'avez pas un puits qui alimente l'ensemble des résidents. Chaque résident a son puits. Donc ça rentre dans la catégorie des puits individuels. Ça, c'est ce qu'on a pu recenser. Et comme il n'y a pas réellement de registre, mis à part une déclaration volontaire auprès de la municipalité, et souvent, si vous avez fait affaire avec un foreur qui est venu creuser votre puits, on parle abusément de puits artésien, mais en tout cas, là, lui, il envoie quelque chose au ministère de l'Environnement. Donc là, on a quand même accès à ça, mais c'est même pas la moitié de ce qui existe réellement, parce qu'il n'y a pas de législation qui encadre les puits individuels. Vous allez chez Canadian Tire, BMR, en tout cas votre quincaillerie préférée, vous achetez un tuyau de Carlon, une crépine au bout, on l'enfonce dans le sol et on pompe de l'eau. En France, pour les raisons qu'on a évoquées tout à l'heure, la pression sur la ressource, vous ne pouvez pas faire ça. Vous avez besoin d'une autorisation pour le faire, et il y a même une police de l'eau qui circule et qui vérifie que vous n'avez pas un puits non déclaré en arrière dans votre cour. Et si c'est le cas, vous payez une amende, et c'est salé. Ce qui n'est pas le cas ici. On est chanceux, puis on va essayer de garder ce privilège. Je pense que c'est quand même un avantage, puis je pense que personne n'en abuse. Donc, on a un peu des statistiques, surtout l'évolution. On avait un premier portrait en 2022. Nous, notre équipe a complété un portrait en 2013 et on voit qu'il y a une augmentation dans les chiffres qui étaient accessibles. Donc, des puits individuels, on n'a pas le double, mais on a un tiers de plus. Ici aussi, on a augmenté, puis les réseaux municipaux, évidemment, se sont étendus. Et ça, c'est principalement parce qu'en 1999, peut-être que vous avez entendu parler de l'événement Walkerton en Ontario, des gens qui sont décédés suite à une ingestion d'une eau qui n'était pas propre à la consommation. Et ça, le Québec a pris panique et a dit « Oups, il faut qu'on resserre nos normes de potabilité de l'eau. » Et là, les eaux de surface ne rentraient plus dans l'eau potable pour les municipalités. Fait qu'ils se sont tournés naturellement vers l'eau souterraine. Donc, en fait, c'est assez récent. C'est depuis 1999 qu'on voit les municipalités qui, une à une, vont toutes du côté de l'eau souterraine et installent des puits. Beaucoup moins cher d'entretien. Bon. On va pas se le cacher, la chose qu'un humain consomme le plus par jour, c'est de l'eau. Un Canadien, à chaque jour, prend environ 329 litres d'eau à lui seul. C'est quand même beaucoup. Et si on imagine ça à l'année longue, on a calculé environ combien d'eau on prend par année selon tout le nettoyage qu'on va faire, les bouteilles d'eau qu'on remplit, le lavage, le nettoyage, peu importe. On peut prendre jusqu'à 84 000 litres d'eau en seulement une année. C'est beaucoup. Ici à Dolbeau, pendant l'été 2023, on a eu la chance d'avoir quelques restrictions, justement, pour récupérer et pour sauver le plus possible d'eau potable. On a pu sauver 2,5 millions de litres d'eau en
seulement que quelques jours. C'est la preuve que si tous ensemble, on prend les restrictions à cœur toute une année au complet, on pourrait sauver des millions et des millions de litres et garder nos eaux au Canada super belles. Accès MRC, c'est une émission d'information animée par moi, Isabelle Gagnon. J'y reçois des représentants d'organismes et de l'administration municipale de la MRC de Maria-Chapdelaine qui viennent nous parler de leur organisation et de leurs projets. C'est un rendez-vous cet automne à MaTV Saguenay-Lac-Saint-Jean. Présence animale est une nouvelle émission qui a pour objectif de mettre de l'avant la relation de confiance et de respect entre l'humain et l'animal. Chaque semaine, nous allons à la rencontre des gens passionnés qui nous feront découvrir l'importance de la sensibilisation, de la confiance avec l'animal et aussi de démystifier certains préjugés. Suivez-moi dans cette belle aventure! Grâce à notre énergie propre, le Québec a le plus faible taux d'émissions de GES par habitant en Amérique du Nord. En tant que leader de l'économie verte, nos cibles sont fixées. Réduire les émissions de GES de 37,5 % d'ici 2030 et atteindre la carboneutralité en 2050. Nous avons le meilleur plan pour atteindre nos objectifs et réduire nos émissions de GES. Pour un Québec vert et prospère, luttons contre les changements climatiques.